All right, veuillez vous lever. Please be seated. Mr. Charlie, you may proceed. Le président, vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi. Monsieur Traldi, merci, Monsieur le Président. La campagne de nettoyage a atteint son paroxysme dans la violence à Prijedor. Avant la guerre, comme le montre l'épreuve, Prijedor était une communauté dynamique avec plus de 50 000 non-serbes, P7029, un symbole de fraternité, d'unité dans la région. Radulj, le dernier endroit où on pensait qu'un conflit ethnique pouvait survenir. RM 065. Après l'effroyable campagne de nettoyage menée par la 43e Brigade et les JB de Prijedor, comme Radulj l'a reconnu, ce symbole de fraternité et d'unité n'exista plus. Asic, Zelia et Drelia et leurs forces sont arrivés à ce résultat par le biais d'une destruction généralisée des villages croates et musulmans, les maisons, les mosquées et les églises catholiques, en tuant plus de 1500 musulmans et en arrêtant des milliers dans des conditions inhumaines et brutales. Les deux parties ont présenté des moyens de preuve au sujet de Prijedor et je vais approfondir cela pour conclure ma partie de cet exposé. À l'époque où la VRS a été formée, les autorités de Prijedor, avec la JNA et l'état-major de SJB de Prijedor, avaient pris le contrôle des organes de gouvernement et pris le pouvoir dans ce que Mandic a reconnu être une mise en œuvre du deuxième niveau de la variante B. Quelques jours avant la transformation officielle de la JNA en VRS, la 43e brigade de la VRS a mené des attaques contre les communautés musulmanes et croates de Prijedor. Des milliers de personnes ont trouvé la mer lors des opérations de nettoyage et dans les camps de Prijedor. Les attaques initiales, qui ont commencé le 23 mai 1992, ont été menées sur les villages d'Ambarine et de Kosavac. Il s'agissait de niveaux de commandement élevés et coordonnés. La 43e brigade a présenté un rapport au commandement du corps au sujet du Tchétchénier de Ambarine, P3946, page 139. Et Kalechevich a confirmé, compte rendu d'audience, page 37253. Et Kalechevich a reconnu que lors du nettoyage, Ambarine a fait l'objet de pilonnage massif et des civils musulmans ont été tués. Compte rendu d'audience 37 254. Un survivant expliquait à quoi ressemblait le terrain, pilonnage constant, les populations cachées dans les caves, les avions qui survolaient les lieux et les autres civils qui fuyaient alors que l'infanterie pilonnait les domiciles privés à l'aide de tanks et les incendiens. P 3234, page 7. Dans la pièce P 7364, page 2, on décrit le but de l'attaque. La punition des habitants d'Ambarine à la suite d'un incident comportant des armes au poste de contrôle d'Ambarine. La 43e brigade est en contact avec le commandement du corps pour préparer l'attaque de Kosarat. Zeliaya a prévu que plus de 1000 musulmans trouveraient la mer. Talic a fait rapport à Milovanovic, lui signalant que Kosarat était encerclé, faisait l'objet d'un blocus et tomberait le lendemain. P7475. La VRS a pilonné et attaqué Kazarets ensuite pendant 2 jours. Un nombre important de musulmans ont été tués, comme le témoin Jarovic, le témoin de la défense Jarovic l'a reconnu. Ensuite, au paragraphe 281 de notre tableau
des faits répertoriés en annexe pour Kozarats, les preuves montrent qu'un nombre important de ces musulmans tués étaient soit des civils, soit des personnes hors de combat. Le président. Monsieur Traldi, à la page 4, ligne 1. Je pensais que vous aviez indiqué le nombre de personnes tuées. Avant la phrase comme Yarovitz l'a reconnu. J'avais dit que Zelalia avait prévu que 1000 personnes trouveraient la mort. Ça, c'était plus tôt. Et le Yavorich a reconnu. Je pense que j'ai dit juste un nombre important. C'est cela qu'il l'avoue. Je ne pense pas qu'il ait précisé de nombre particulier. Très bien déduit, je me l'auto. Monsieur Traldi. L'agent de la CSB de Banja Luka, Radulovic, a décrit cette action comme une opération typique militaire de terre brûlée. P 3207, paragraphe 85. Et effectivement, le 26 mai, le CSB Banja Luka a présenté un rapport au MOUP de la RS au sujet de Ambarine de Kozorats. Je cite, plusieurs centaines d'habitants de ces villages ont été tués ou blessés lors de ces attaques. P 3434. Et des milliers d'autres personnes ont été rassemblées et arrêtées. Quelques jours plus tard, un groupe de musulmans a cherché à reprendre la ville de Prijedor. Zelalia a appelé Talic et lui a dit qu'il nettoyait tout, je cite, et n'épargnerait ni les femmes ni les enfants. Un survivant a expliqué, je cite, c'est ce qu'il y a de plus proche de la réalité du traitement des musulmans et des Croates à Prijedor. P 3273. Ce jour-là, la VRS a détruit le quartier musulman de Starigrad à Prijedor et a rassemblé des civils qui vivaient là-bas. 2 jours plus tard, le premier corps de la Krajina a indiqué que 7000 non-serbes avaient été arrêtés à Prijedor. P 2875. Comme ils étaient regroupés, Talic a félicité la 43e brigade de par écrit pour ses opérations à Bariné, Kozarats et Prijedor, alors que le premier corps de la Krajina a signalé à l'état-major principal que les conscrits de nationalité musulmane avaient demandé à être libérés de leurs unités car ils étaient mécontents de la destruction massive de leur ville et notamment Kozarats. Page 151, page 2. P 151, page 2. Ces milliers de Serbes détenus ont dans un premier temps été détenus à Marska, car à terme étaient en Opolje. La défense cherche à faire porter la responsabilité aux autorités civiles pour exonérer Mladic de toute responsabilité, mais en vain. Premièrement, la VRS a acheminé des milliers de détenus à Morska Katam-Terbollier. Le chef du premier corps de l'état-major du premier corps de la Krajina Vukelevic a reconnu que la VRS emmenait des nombres importants de prisonniers vers ces centres. Et on peut voir cela aux pages 37257 jusqu'à la page 37258 du compte-rendu d'audience. Il y a d'autres preuves dans notre récit sur Prijedor. Le commandant de Ternopolje, Korozovic, a été incorporé à la VRS dans la 43e brigade, on en a déjà parlé, et les Serbes de Bosnie ont présenté des rapports au sujet des systèmes de camp tout en dissimulant les crimes, mais reconnaissaient que Ternopolje était géré par la VRS. La VRS a aidé à faire fonctionner Marska et Karaterm en assurant une sécurité extérieure et dans une certaine mesure intérieure. La police militaire faisait partie des équipes d'interrogateurs qui
essayer de sélectionner et de trier les détenus. Tout cela figure dans notre résumé sur Prijedor. Les crimes commis dans ces camps étaient horribles. Selon la Croix-Rouge serbe, plus de 23 000 personnes, 8 000 chaque fois, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont passées ou étaient passées par Ternopolye en septembre 1992. P7199. Ces personnes ont été soumises à des conditions et des traitements indicibles et vivaient à l'extérieur dans des abris de bâtons, de plastique et de couvertures, utilisaient des latrines qu'ils avaient dû creuser eux-mêmes et essayaient de chercher tant bien que mal à trouver à manger. Les soldats de la VRS ont violé des femmes et des petites filles jusqu'à 12 ans. Korozovic lui-même a été trouvé s'est livré à des crimes particulièrement brutaux de violence sexuelle. Les hommes étaient interrogés de manière brutale, passés à tabac avec des battes de baseball, des barres en fer, des crosses de fusil ou des pieds de table. On leur tirait dessus, on les coupait avec des couteaux. Il y a eu toute une série d'autres sévices. Karaterm était un camp de torture. Les détenus étaient cantonnés dans des conditions inhumaines. Les détenus étaient passés à tabac de manière brutale à l'arrivée avant d'être enfermés dans des entrepôts pleins, tachés de sang, avec insuffisamment d'espace. Était à même le sol, des sols en béton. Les gardes et les soldats, en ce compris les soldats de la VRS dont on a parlé, Zigic et Knežević, ont passé à tabac beaucoup de détenus. Certains d'entre eux y ont trouvé la mère et d'autres soldats ont violé des détenus, des femmes détenues là-bas. Omarska. À Omarska, les détenus, comme le dit P3414, les détenus craignaient la mort à chaque minute, à chaque seconde. Ils avaient peur de mourir car ils savaient, ils sentaient, ils entendaient, ils sentaient l'odeur de la souffrance infligée par les actes criminels qui se comptaient par milliers et qui étaient infligés alors qu'aux détenus. Les détenus voyaient les autres, voire des membres de la famille qui étaient humiliés, menacés de mort, passés à tabac, forcés à boire de l'huile mécanique. Les détenus voyaient, entendaient les violences sexuelles. Ils avaient peur de faire leurs besoins parce que, ou d'utiliser les toilettes parce qu'ils étaient passés à tabac lorsqu'ils le faisaient. Les détenus étaient assassinés, les musulmans et les croates, lorsqu'ils étaient des dirigeants politiques, intellectuels, ou lorsqu'ils étaient des professions libérales, lorsqu'ils étaient policiers, des hommes d'affaires étaient particulièrement visés pour liquidation. Les autres qui ne présentaient aucun intérêt pour la vérité n'étaient pas libérés, mais ceux qui avaient de la chance étaient transférés, finalement expulsés. Lors des interrogatoires, on passait les détenus à tabac, on leur cassait des os, ils étaient parfois tués, et là on entendait les gémissements, les cris et les pleurs de ceux qui souffraient. Les soldats de la VRS entraient dans le camp et passaient à tabac, torturaient des détenus, en tuaient certains. Certains détenus étaient obligés de déplacer les cadavres et les laisser sur le gazon près de la Maison Blanche où ils étaient entassés au vu de tous les autres détenus avant d'être emmenés. Un détenu, lorsqu'il a été interrogé au sujet des crimes contre sa famille, a dit « Ma vie
a cessé en 1992 et ma souffrance ne se terminera jamais. P 3242, compte rendu donné en 6237 et 6254. Finally, Enfin, j'aimerais que nous parlions précisément de la semaine écoulée entre les 20 et 25 juillet 1992, date du nettoyage ethnique de Prijedor qui, à ce moment-là, comme nous l'établissons dans notre mémoire en clôture, a atteint un point particulièrement grave. Avant d'entrer dans les détails au sujet des éléments de preuve concernant cette semaine-là, la défense déclare que aucun personnel de la VRS n'a participé aux enterrements de personnes tuées pendant la semaine du 20 juillet dans la fosse commune de Tomashica. En fait, la VRS a été omniprésente autour de cette fosse commune. Les archives de la mine de Ljubija rendent compte des appareils, des machines Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie, Monsieur le greffier. Monsieur Traldi, j'ai commencé par Tomashica parce que Tomashica et Yagarina Kosa sont des endroits où tant de personnes ont été tuées pendant la semaine du 20 au 25 juillet, dont les cadavres ont été retrouvés. Pendant cette semaine, près d'un millier de personnes ont été assassinées dans le cadre de 9 incidents répertoriés. La diapositive que nous voyons à présent, réalisée à partir de la pièce P2441, met l'accent sur les zones qui ont subi le nettoyage. Sur la gauche, vous voyez les villages croates, en particulier Briševo et Miška Glava, où plus d'une centaine de personnes ont été emmenées au centre culturel, ont subi des exactions et certaines ont été tuées avant que les autres soient emmenées au stade de Ljubija, à la mine de Ljubija, correction de l'interprète, en passant par le stade et risqué d'être assassinés. À côté de cet endroit, vous voyez les secteurs de Brdo et Bišćani, où des centaines de musulmans ont été assassinés, notamment à Charakovo, et où de très nombreuses personnes, après avoir été regroupées dans le secteur de Brdo, ont été assassinées dans la salle numéro 3 du camp de Keraterm. Sur la droite, vous voyez Omarska, où 200 musulmans de Brdo, toujours, ont été tués. Et en bas de l'image, au centre, vous voyez Tomashica, où un grand nombre de personnes ont été tuées.
Pour bien comprendre l'incidence de ce nettoyage, il est utile de se rappeler que les points en vert qui ne sont pas encerclés dans la partie supérieure droite de l'image sont concentrés autour de Kozarac, qui avait subi le nettoyage dès la fin mai. Et j'aimerais à présent rappeler que le nettoyage de ces zones supplémentaires a eu lieu à la mi-juin. Des opérations dans lesquelles ces personnes ont été assassinées ont eu lieu en juillet, ce qui nous ramène aux opérations de la semaine de nettoyage ethnique précédente. Au début de la semaine, le premier corps de Kraïna a rendu compte à l'état-major principal du fait que Prijedor était totalement tombé sous le contrôle de la VRS, voire PSP 74-76. Il était question de combattants musulmans qui n'apparaissaient que sporadiquement en petits groupes autour de Kozarac et d'un certain nombre de villages. P2892. Kelechevich a admis que Prijedor était sous contrôle de la VRS à ce moment-là. Page du compte-rendu d'audience 37-273. En fait, dans les semaines précédentes, le corps d'armée avait informé l'état-major principal qu'il y avait une centaine de présumés rebelles qui restaient dans le secteur de Prijedor et qui, je cite, s'étaient divisés en plusieurs petits groupes de 5 à 10 personnes qui se cachaient dans les caves, dans les bois et dans des abris souterrains. Fin de citation. Ces groupes étaient détectés alors qu'ils cherchaient à se nourrir et ont été éliminés s'ils ne se rendaient pas. Fin de citation. Donc, Prijedor étant tombé sous contrôle total de la VRS, des officiers de la VRS se sont rendus à Turnopolier et ont dit à un détenu, aux détenus de Bordeaux et de Bichani de rendre leurs armes en ajoutant qu'ils subiraient le nettoyage ethnique dès que l'occasion en serait donnée à la police. Ceci figure au paragraphe 284 de notre mémoire. La défense affirme que des centaines de non-serbes tués pendant cette semaine n'ont été que le résultat de combats légitimes, paragraphe 933 de leur mémoire en clôture, et s'efforcent constamment de transformer ces quelques rebelles présumés qui restaient en une véritable armée, ce qui n'a guère à voir avec la façon dont le corps de la Kraïna les a dépeints à l'époque. Nous trouvons cela dans la propagande du Kozarski Viesnik, mais vous avez obtenu des éléments de preuve montrant l'existence de massacres et encore de massacres pendant cette semaine à Brichevo, Tcharakovo et dans toutes les zones de Bichani et de Brdo, ainsi que dans les camps où les détenus étaient emmenés. Les archives officielles serbes, suite au nettoyage, confirme également les aveux de Radouille selon lesquels la communauté multiethnique de Prijedor n'existait plus et que la communauté musulmane avait été dévastée. Je cite, des douzaines de villages ont déjà été totalement détruits et privés de leurs habitants. Tcharakovo, Zechovi, Rizvanovici, Bischani, Rakovchani. Dans toute cette région autour de Bordeaux, le nettoyage s'est produit en juillet 1992 et Hambarine, Kozarusha, Kozarac, Kamichani avaient été nettoyés à la fin du mois de mai. Le CSB note, je cite, « Ces destructions ont vu le début d'un exode de masse des musulmans et des Croates », fin de citation. Comme le montrent les archives serbes, ils ont affirmé que les destructions étaient le résultat des combats. Mais nous savons sur la base des éléments de preuve ce qui s'est réellement passé cette semaine-là. Kuprechanin a avoué que Brichevo n'était pas armé. La déposition des témoins concerne des massacres qui ont eu lieu dans toutes les zones de Bordeaux, Bichani et Brichevo, et les documents du premier corps de Kraïna rendent compte
de la réduction très importante du nombre des forces musulmanes dans le secteur, pour employer un euphémisme. Ce que vous voyez maintenant sur cette diapositive suivante, ce sont les villages évoqués dans la pièce P3598 qui sont les plus pertinents s'agissant de la campagne de nettoyage ethnique de Prijedor et que l'on voit repris dans la pièce P7029 qui concerne le recensement de 1991 et P7126 qui sont une partie du recensement de Prijedor fait par la Republika Srpska en 1993. Comme vous le voyez, de nombreuses communautés que je viens de nommer sont littéralement réduites à néant et cela fait froid dans le dos, n'existe donc plus en 1993. Au bas de la colonne de gauche, vous voyez qu'un millier de personnes membres de la communauté musulmane en 1991 et qu'à droite, il n'y en a plus aucun. En 1993, plus personne. Village après village, ces disparitions se sont produites. Avec ces éléments à l'esprit, Monsieur le Président, Messieurs les juges, Monsieur Tiger va maintenant évoquer plus précisément le chef d'accusation numéro 1. Please proceed. Thank you. Le président, Monsieur Tiger, veuillez procéder, je vous prie. Monsieur Tiger, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les juges, les crimes dont vous venez d'entendre parler ont fait partie intégrante d'un effort organisé pour restructurer la Bosnie sur le plan démographique dans le but de créer une situation factuelle susceptible de garantir l'existence d'un État bosno-serbe dans les secteurs réclamés par ces derniers, dans lesquels il ne se trouverait plus aucun ennemi historique, comme ils les appelaient. Les crimes auxquels ils ont eu recours pour obtenir ces résultats, et notamment le génocide, ont fait partie intégrante de ce plan commun. Comme le mémoire en clôture de l'accusation le détaille au paragraphe 167 à 174 et en particulier au paragraphe 282, je cite, « Il était clair que la reconfiguration ethnique de la Bosnie avait pour but qu'il n'y ait plus de mélange de population. Comme nous l'avons entendu, cela passait par une exigence, la commission de crimes particulièrement graves. La séparation des personnes par rapport à tous ceux qui avaient été leur maison, leur communauté, leurs biens propres et leur existence ne peut pas s'accomplir dans la réalité sans que des crimes soient commis, crimes suffisamment graves pour aller au-delà, pour éliminer la résistance naturelle des personnes et les contraindre à abandonner tout ce qui était leur, tout ce qu'ils connaissaient et aimaient. Les membres de l'entreprise criminelle commune étaient tout à fait au courant de cela et en fait ont menacé d'exercer un niveau de violence tel qu'il suffirait à leur permettre d'atteindre cet objectif, à savoir obtenir y compris la disparition et l'extinction de ces personnes. Ces membres de l'entreprise commune ont préparé leurs partisans à utiliser la force nécessaire et la violence suffisante en assénant le message selon lequel les Serbes faisaient face à une attaque génocidaire. Mladic a dit durant une réunion de la VRS, je cite, « Les hordes oustachi et islamistes et islamiques, correction de l'interprète, qui préparent depuis des décennies dans le secret cette attaque, sont prêtes à nous faire subir l'extermination. » Fin de citation. Vous vous rappellerez l'ambassadeur Okun qui reconnaît le rapport existant entre de tels qualificatifs et ce qu'il appelle un génocide préventif. Fin de citation. Ces crimes ont immédiatement fait parler d'eux et ont été connus par le monde entier, suscitant des protestations internationales répétées par rapport aux actions de Mladic et Karadzic. Au courant des déplacements forcés, de la façon dont ces déplacements étaient effectués par les membres de l'entreprise criminelle commune,
Ils ont tenté de désamorcer les critiques, de se défendre par rapport aux crimes, de minimiser les résultats, de promouvoir les auteurs de ces crimes plutôt que de les punir, et ont défiguré totalement les résultats de ces crimes. Il y a eu menace, il y a eu mise en œuvre, il y a eu maintien de cette mise en œuvre, il y a eu félicitations par rapport aux résultats et même récompenses. Pour quelles raisons? Parce que ces crimes, et notamment le génocide, n'étaient pas les moyens nécessaires pour obtenir les résultats, à savoir, n'étaient pas les seuls moyens nécessaires pour obtenir le résultat, à savoir le déplacement permanent des populations et des territoires indésirables. Je vais parler maintenant du contexte entourant les crimes commis contre la communauté musulmane de Prijedor, et je le fais parce que le niveau et l'intensité des crimes commis dans la région de Prijedor illuminent de façon très frappante les différents facteurs qui ont eu une pertinence par rapport à l'existence de ces incidents. La même analyse qui a été appliquée aux faits entourant Prijedor peut ensuite être utilisée par la Chambre de première instance pour apprécier l'incidence de ces facteurs sur les autres crimes commis dans les municipalités incriminées de génocide. J'ai dans le cadre de mon propos choisi 6 municipalités où des génocides présumés ont été commis pour que les analyses concernent également les autres municipalités par la suite. Comme vous le voyez sur l'écran, et comme nous le savons, le génocide est un des actes prohibés les plus graves qui est commis dans l'intention de détruire un groupe ou une partie d'un groupe dans sa totalité. Les meurtres relevant de l'article 42A, en l'espèce, comme vous le savez, concernent une communauté de 49 000 musulmans où plus de 1500 civils ont été tués. Ceci est mis en évidence dans un certain nombre d'éléments de preuve concernant les incidents répertoriés et montre les pourcentages qui sont en cause. En 1993, selon la volonté du général Mladic, 5000 musulmans auraient été tués. Personne ne semble à l'époque s'étonner de ces chiffres. Nous évoquons ces faits dans les paragraphes 350 et 376 de notre mémoire en clôture et dans la synthèse concernant Prijedor au paragraphe 1 et 57. Les crimes évoqués dans les articles 42B et C, vous avez entendu parler du fait que plusieurs milliers de personnes ont été regroupées et détenues dans des centres de détention, 7000 à Omarska et Keraterm, 2 installations terrifiantes où le meurtre et la torture étaient quotidiens, où les détenus étaient affamés peu à peu et entassés les uns sur les autres dans des conditions indicibles, manquant d'eau et de soins médicaux, terrifiés par rapport à la possibilité d'être battus à nouveau, torturés ou tués, craignant de mourir comme nous l'avons entendu, je cite, chaque minute et chaque seconde de leur vie, fin de citation. Ceci figure au paragraphe 357 et 58, paragraphe 362 et 364 du mémoire de l'accusation. Après quelques semaines d'existence dans ces installations, ces personnes étaient réduites à l'état de squelette, comme vous l'avez vu dans un certain nombre d'éléments de preuve, et cette descente vers la mort a été largement commentée par les médias internationaux. De très nombreux prisonniers comme le reconnaît Paddy Ashdown, présentaient un aspect effrayant comme il l'a dit lorsqu'il s'est rendu auprès des détenus qui avaient été transférés à Maniatchia et qui était, d'après lui, une installation légèrement
où les conditions étaient simplement un peu inférieures à celles d'un hôtel. Ceci est au paragraphe 365 du mémoire de l'accusation. Plusieurs milliers d'autres détenus ont été détenus à Tornopolier, qui était une installation où régnait le désespoir, étant donné l'incertitude de leur sort à venir. Une installation dans laquelle des horreurs, des viols, des suppressions, des privations importantes de nourriture constituaient le quotidien et ont entraîné des conséquences physiques importantes sur les détenus, jour après jour soumis à la torture, aux privations et à d'autres actes qui évoquent des méthodes de destruction qui consistent à ne pas tuer immédiatement les membres d'un groupe, mais à chercher à les détruire physiquement, petit à petit. Fin de citation. Nous voyons cela dans l'arrêt Tolimir, paragraphe 225. Donc des milliers de crimes ont été commis, dont chacun satisfait aux critères régissant le génocide s'agissant de l'élément moral. Ceci nous laisse face à la question de savoir si ces actes se sont produits avec une intention génocidaire, intention donc de détruire un groupe ou une partie d'un groupe dans sa totalité. Or, la défense argue du fait que pour une partie de ce groupe, qu'une partie de ce groupe n'était pas concernée, en tout cas que la portion des bosno-musulmans ou bosno-croates de la population de Bosnie-Herzégovine évoquée au paragraphe 55 de son mémoire n'était pas concernée. Au contraire de cela, comme le montre le paragraphe 383 à 389 de notre mémoire, le tribunal a conclu que l'objectif et les conséquences de la situation devait aboutir sur un génocide, même si l'intention préexistante ne concerne qu'un secteur géographique limité, comme par exemple une seule municipalité. Paragraphe 385 de notre mémoire. Et lorsque vous regardez ce qui s'est passé à Prijedor, vous voyez ce qui suit. La communauté musulmane de Prijedor était à peu près identique, en tout cas du point de vue démographique, sinon plus importante que celle de Srebrenica. Par ailleurs, comme à Srebrenica, c'était un emblème important vers la fin de la guerre, car Prijedor, au début de la guerre, était un symbole important de la Seconde Guerre mondiale et de l'action des Serbes de Bosnie à cette époque. Il y a donc toute la logique entourant la Seconde Guerre mondiale qui s'applique à cette ville. Le concept défendu par les Serbes de Bosnie était qu'ils cherchaient à remédier à la situation par division ethnique. Prijedor correspond à la jurisprudence du tribunal et j'appelle votre attention sur le paragraphe 384 de notre mémoire à cet égard. Alors, prenons les arguments de la défense concernant l'intention. La défense affirme que ce qui s'est passé à Prijedor et l'intention qui a présidé à ces événements ne constituent pas une intention génocidaire en raison d'une approche discriminatoire des meurtres qui contredit l'intention de détruire physiquement l'ensemble d'un groupe. Ceci figure aux mémoires de la défense, paragraphe 52. En d'autres termes, si l'auteur n'a pas l'intention de tuer chacun des membres d'un groupe, l'intention génocidaire n'existerait pas. Eh bien, ceci est une mauvaise interprétation assez courante qui qui découle de l'association qui est commise en général entre le génocide et des destructions équivalentes à celles de l'Holocauste ou du Rwanda. Au contraire de cette impression erronée, comme les actes génocidaires le montrent clairement, les meurtres ne sont qu'un aspect additionnel d'une attaque intégrale contre un groupe. Par exemple, le fait de transférer les enfants d'un groupe vers un autre groupe n'a pas pour résultat physique la destruction de chacun des membres de ce groupe. C'est un acte qui aboutit à la disparition de la capacité du groupe de se renouveler en tant que groupe. Vous voyez cela dans l'application de la Convention sur le génocide de la Cour de justice internationale au paragraphe 36
de la règle concernant cela. Une erreur de conception assez courante, c'est de penser que le transfert sous la force est incompatible avec l'intention génocidaire parce que les gens n'ont été que transférés et pas tués. Bien au contraire, comme la jurisprudence le démontre clairement, je le répète, lorsque le transfert s'accompagne d'actes qui sont prohibés par les conventions sur le génocide, et l'article 4 permet, je cite, que des moyens supplémentaires soient utilisés par lesquels la destruction physique est obtenue. Fin de citation. On trouve cela dans l'arrêt Krstich, paragraphe 31. C'est un indicateur puissant de l'intention de détruire un groupe en tant que tel, comme Krstich l'établit, comme l'arrêt Krstich l'établit clairement. Donc, s'il est vrai que le transfert forcé en tant que tel ne constitue pas un acte de génocide, ce n'est qu'une partie du raisonnement complexe concernant le transfert de population. Les opérations d'expulsion, comme vous l'avez entendu, étaient en général précédées d'attaques terrifiantes par leur violence et leur inévitabilité contre des domiciles, des villages et des villes. Des membres de famille étaient arrachés à leurs maisons et séparés les uns des autres. De nombreuses victimes étaient ensuite détenues dans des conditions terrifiantes pendant de longues périodes avant d'être expulsées. Ces personnes étaient plongées dans l'angoisse de l'exil et la nécessité terrifiante de penser à la perte de leur domicile, de leur communauté, de leur existence, et bien trop souvent dans des douleurs importantes ou après avoir perdu un certain nombre de leurs personnes les plus proches. La jurisprudence du tribunal a reconnu le mal causé à ces victimes par le transfert forcé dans des circonstances traumatisantes comme étant des actes de génocide. Your Honors, forcible transfer is an additional means of destruction. Monsieur le Président, le transfert forcé représente un moyen supplémentaire de destruction puisqu'il sape la capacité à long terme du groupe de se reconstituer en tant qu'une communauté. C'est dans l'arrêt Krstich, paragraphe 31. Cette conclusion, encore une fois, traduit le fait que la destruction, comme définie dans la Convention sur le génocide et dans l'article 4, dépend de l'impact voulu des actes génocidaires et d'autres actes sur la capacité du groupe en tant que pour survivre en tant que groupe et non pas nécessairement sur la destruction physique des membres du groupe. Les attaques sur le groupe dont le but direct n'est pas la destruction physique des membres de ce groupe peuvent et souvent contribuent à cet effort destructeur et traduisent l'intention génocidaire. La défense affirme également que prendre pour cible des dirigeants ne peuvent pas qu'une incidence sur le fonctionnement d'un groupe national et non pas sur sa survie physique. C'est au paragraphe 53 de mémoire en clôture de la défense. Mais encore une fois, ici, on assimile de façon erronée l'intention génocidaire à l'intention de détruire physiquement tous les membres d'un groupe. Également, on fait abstraction de la jurisprudence qui a reconnu que prendre pour cible des dirigeants, en fait, peut être assimilé au génocide et traduire l'intention génocidaire. L'arrêt Tolimir, paragraphe 263, le jugement Yelicic, paragraphe 82. Et comme cela a été expliqué dans la jurisprudence, c'est ainsi puisque l'incidence de cette liquidation des dirigeants sur le tissu de la société, sur les liens qui font un groupe en tant que tel, c'est dans le rapport final de la commission d'experts créée conformément à la résolution du Conseil de sécurité 780, paragraphe 94, et la Chambre d'appel s'est appuyée là-dessus lors de la rédaction de l'arrêt Tolimir. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce qu'un groupe ne représente pas seulement une entité physique ou biologique. Cet groupe existe sur la base des liens entre
membre du groupe. Ce sont les facteurs de la cohérence du groupe qui lui permettent d'exister en tant que groupe en tant que tel. Et c'est dont il est question dans la Convention sur le génocide. La référence peut être trouvée dans le jugement Kraïchnik. Pour les mêmes raisons, Monsieur le Président, dans la jurisprudence, il a été reconnu, comme vous le savez également, que les violences sexuelles ont une incidence destructrice non seulement sur les victimes directes, mais également sur leur famille, leur communauté et sur le groupe en tant que tel dans leur intégralité. Paragraphe 360, 368, ainsi que le paragraphe 731. Le jugement Loto. Excusez-moi, ce sont les paragraphes de quel document, Monsieur Duguerre, du mémoire en clôture de l'accusation, le jugement Loto, merci. Monsieur Duguerre, ce sont les paragraphes 360 et 368 et le paragraphe 731 et de document Akayeshu. Et merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Donc cet impact destructeur plus large ne concerne pas la question de meurtre des membres du groupe, mais le fait que les liens dans les familles et dans les communautés sont interrompus, et c'est le résultat des violences sexuelles. Il est important de faire valoir que c'est différent du génocide culturel. Je cite du génocide culturel qui ne concerne que des attaques sur les caractéristiques culturelles ou sociologiques d'un groupe et, comme nous le savons, ne représente pas la destruction interdite par la Convention sur le génocide, mais le comportement qui inclut des actes génocidaires concrets d'après les dispositions de la Convention et qui a pour but de prévenir l'existence d'un groupe qu'il continue à exister en tant qu'une entité distincte et séparée et différent par rapport à comportements qui prennent pour cible des caractéristiques culturelles ou sociologiques d'un groupe, mais permet à ce groupe de continuer à exister en tant qu'une entité séparée et distincte. La défense affirme également au paragraphe 88 de son mémoire en clôture que, je cite, l'intention de l'accusé n'incluait pas la destruction des musulmans et des Croates de Bosnie en tant que peuple. En fait, le but primordial était de défendre les Serbes de Bosnie contre la subjugation. Fin de citation. C'est au paragraphe 87 de leur mémoire en clôture cette affirmation qui se concentre sur des raisons présumées du comportement de Mladic représente le fait qu'on confond les motifs et l'intention, comme cela a été clairement dit dans l'arrêt Stakic, les objectifs, les motifs, à savoir les raisons qui poussent quelqu'un à agir d'une certaine façon sont distincts des moyens utilisés pour mettre en œuvre tout cela. C'est l'arrêt Stakic où il est dit, je cite, dans les cas concernant le génocide, la raison pour laquelle l'accusé cherchait à détruire un groupe de victimes n'ont rien à voir avec sa culpabilité. Fin de citation. C'est au paragraphe 373, excusez-moi, c'est donc l'appel, l'arrêt, paragraphe 45, l'existence des motifs personnels, de la haine, de l'avidité ou du désir de protéger votre propre groupe ethnique contre la menace d'être subjugué. Tout simplement, je cite, ne prémunit pas l'auteur de l'intention spécifique qui l'animait pour commettre le génocide. Arrêt Jelicic, paragraphe 49. Le risque similaire existe dans les affaires concernant l'entreprise criminelle commune où il y a l'intention de déplacer de façon permanente un groupe en perpétrant des crimes, notamment le génocide. Il est erroné de dire que l'intention destructrice est niée ou annulée puisque
on pose la question quels sont les moyens utilisés pour mettre en œuvre cet objectif. Donc l'exemple de base est le suivant. Si je veux avoir l'appartement de quelqu'un et si une nuit je donc mets dans cet appartement de l'essence, la défense serait que je ne voulais pas tuer cette personne, mais tout simplement l'avancer de son appartement. C'était peut-être mon motif de l'avancer de son appartement, mais le moyen utilisé pour l'avancer de son appartement, avec intention, avec un but, traduisent mon intention clairement. Donc ma question n'est pas de savoir si le moyen utilisé reflète ou traduit l'intention de détruire un groupe en tant que tel. Il ne faut pas confondre cela avec l'objectif qui doit être réalisé en utilisant ce moyen. Comme il est dit dans l'acte d'accusation, il y a l'objectif commun visant à déplacer de façon permanente des musulmans et des croates de Bosnie en utilisant des moyens qui consistait à commettre un certain nombre de crimes, notamment le génocide. Jean Mladic ne peut pas trouver refuge dans des raisons qui étaient ses motifs, qui étaient des motifs pour commettre des meurtres, des incendies et d'autres sévices infligés à la communauté musulmane de Prijedor. Vu l'intensité de ces crimes, l'omniprésence de ces crimes, leur brutalité traduisent l'intention de détruire cette communauté et rien d'autre. Cette intention, Monsieur le Président, n'est pas démontrée seulement dans l'intention des membres de l'entreprise criminelle commune d'utiliser le niveau de force qui devait être employé contre les Croates et les musulmans, qui avait pour but leur extermination, leur disparition, leur extinction, mais également ils étaient, du fait qu'ils étaient satisfaits des résultats de cela. En octobre 1992, peu de temps après la destruction la plus brutale de la communauté musulmane de Prijedor, le général Mladic ainsi que d'autres membres des dirigeants des Serbes de Bosnie se sont réunis à Prijedor pour tenir une séance de l'Assemblée. Comme Mme Plavšić l'a dit, et ce n'était pas par hasard que Prijedor a été choisi. Je cite, nous tenions compte de tout ce qui s'était passé à Prijedor. Fin de citation. Le général Mladic considérait que le peuple de Prijedor avait tous les droits d'être fier de ses combattants. Il a donc traduit sa fierté par rapport à ses efforts déployés en des promotions de certains des participants clés, notamment le général Talic et le colonel Jejaya, qui a menacé de raser Kozarat si les non-serbes ne obéissent pas à leur demande. C'est dans les paragraphes... c'est la pièce P 4087. Les dirigeants des Serbes de Bosnie étaient d'avis que Prijedor devait leur appartenir parce que c'était la région peuplée majoritairement par les Serbes avant la Deuxième Guerre mondiale, page du compte rendu 34 091-92. Et pour ce qui est de ces références, on peut les trouver aux pages 24 092 et 94. Vu la composition démographique de Prijedor en 1992, exigeait de l'armée de faire créer une nouvelle situation factuelle que la communauté internationale ainsi que les musulmans devaient accepter. Les moyens pour obtenir cette situation factuelle était de façon brutale, efficace. Et lorsque dans une communauté comme c'était la communauté des Prijedor, où plus de 100 personnes avaient été assassinées en très peu de temps, et plusieurs milliers d'autres ont été affamés, ont été humiliés, maltraités ou torturés dans des centres de détention horribles où
Ils ont été brutalement tués au moment où la plupart de ces domiciles avaient été détruits, au moment où les mosquées ont été détruites et au moment où ils se trouvaient à l'exil. L'intention de détruire cette communauté et de le prévenir de se reconstituer est sans indubitable. Et le mot utilisé pour ces crimes, pour l'intention de commettre ces crimes, est le mot du génocide. Resume, Mr. Il est venu le moment pour faire la pause, Monsieur le Président. Et lorsqu'on reprend, Monsieur le Président, Monsieur Weber va parler de la terreur concernant Sarajevo, le Président. Donc, Monsieur Tiger, vous avez fini la présentation de vos arguments. Nous allons prendre une pause maintenant et nous allons poursuivre à 13h35.